Madame, Monsieur, bonjour. Vous le savez peut-être, le président à vie, disons, les sénateurs à vie, l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a commencé les discussions avec les membres de l'opposition sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Cela fera notre sujet de cet avant-midi qui reçoit Nikez Kibelbel, un chercheur, un analyste, un journaliste qui est sur ces plateaux de Web Information TV. Nikez, bonjour et bonne arrivée. Bonjour et merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois pour parler de l'avenir de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, le président de la République, l'ex-président de la République, Joseph Kabila, a entamé des discussions avec l'opposition. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. D'abord, tout dialogue, l'encourager ou le féliciter. Tout dialogue. On peut dialoguer même avec les diables. Bon, et ça fait presque 4-5 ans qu'il est resté à faune. Il ne parlait pas, il ne disait rien. Certains même de membres de son parti ou de sa mouvance politique sont partis, se sont retirés parce qu'on lui reprochait de ne rien dire, de ne pas communiquer, de ne pas donner une vision sur laquelle les membres pouvaient se référer et continuer le combat. Bon, comme il sort de son silence, c'est déjà une bonne chose et nous allons voir de quoi ce silence rompu peut apporter. Qu'est-ce que ce silence rompu peut apporter à la République et au peuple congolais? Alors, pourquoi le silence et disons, pourquoi les discussions et pour quelles raisons? Oui, c'est ça le problème. Vous savez, le Congo est à un tournant décisif de son histoire. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes pratiquement à 2 ans des élections, à 2 ans de la fin du mandat du président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Et les acteurs politiques sont en train de bouger les cartes et tout ça, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent projeter, qu'est-ce qui peut arriver. Mais aussi, nous sommes à un tournant parce que le pays est agressé. Une partie du nord Kivu et du sud Kivu sont occupés par la rébellion M23 AFC, soutenue par le Rwanda. Et donc, on doit rabattre les cartes. Et enfin, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dit qu'il était prêt à monter un gouvernement d'union nationale. Et comme les Congolais sont allergiques au terme de gouvernement, tout le monde essaie un peu de se démener pour dire est-ce que je n'aurai pas, les gâteaux, on va le partager ou pas. Bon, enfin, il y a aussi les 2 églises catholiques et protestantes qui sont à l'avant-plan sur cette histoire de dialogue pour réconcilier les pactes sociaux, pour réconcilier les Congolais. Alors, tous ces cocktails fait que, finalement, même ceux qui dormaient, même ceux qui étaient dans des tombeaux, dans des tombes, se réveillent pour dire « Attention, nous aussi, nous sommes là. » Voilà. Peut-on dire que Joseph Kabila se présente comme chef de l'opposition armée et non armée? Alors, d'abord, chef de l'opposition, nous allons le voir avec l'évolution de la situation. Il était, ou il est toujours, autorité morale de l'époque des FCC. Et il est aussi président du PPRD. C'est ça son parti politique. Alors, il peut se présenter comme chef de l'opposition non armée. Dans quel sens? Il a essayé de restructurer un peu le PPRD, c'est-à-dire il a nommé Obé Minaku comme président AI, qui fait son intérim. Alors, là, il veut faire un peu le rappel des troupes pour se positionner. Mais maintenant, la question se pose, est-ce que dans ce rappel des troupes, d'abord du PPRD, est-ce qu'il y a d'autres partis de l'opposition qui vont le suivre? Parce qu'il faut noter qu'il avait interdit au PPRD de participer aux élections. Mais nous avons vu qu'autour de Moïse Katumbi, pour les élections de 2023, autour de Moïse Katumbi, il y a quelques figures de l'opposition qui se sont greffées. Donc, jusque-là, Moïse Katumbi semblait être comme, entre guillemets, le président de l'opposition. Je dis entre guillemets. Joseph Kabila arrive, ils doivent se partager ces postes-là, ils doivent se bousculer, c'est un problème. Et deuxième problème,
je n'ai pas assez de preuves. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accusé Joseph Kabila d'être derrière Corneille Nangaa, M23, AFC. Alors, comme il n'y a pas de preuves, on ne va pas trop spéculer sur là-dessus. Jean-Pierre Bemba a dit qu'il a des preuves. Hein? Alors, en attendant que Jean-Pierre Bemba présente les preuves, nous disons qu'on ne peut pas à la fois être président de l'opposition non armée et président de l'opposition armée. Mais dans un certain mélange de genres, on peut collaborer pour effectivement à la fin se présenter. Mais il serait hasardeux de se présenter comme président de deux oppositions. Parce que ça, ce serait damer le pion à Corneille Nangaa, qui aujourd'hui est pratiquement la face visible de l'iceberg. Est-ce que vraiment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a droit, ou bien c'est des droits pour lui d'arrêter l'ex-président de la République, le sénateur à vie, Joseph Kabila, si une fois il avait des preuves qu'il serait derrière les M23? Bon, d'abord, ce n'est pas le président de la République qui doit arrêter. Si réellement la République établit qu'il y a des preuves, c'est la justice qui doit arrêter. C'est-à-dire le parquet général près la Cour, je pense près la Cour constitutionnelle, qui doit arrêter. Mais le président de la République ne peut pas arrêter. Ce n'est pas dans ses prérogatives constitutionnelles. Ordonner peut-être son arrestation. Pas ordonner, il y a le ministre de la Justice qui peut demander au parquet d'ouvrir une enquête. Mais toutefois, le ministre de la Justice ne peut pas être à l'avant-plan. Ce sont les magistrats qui doivent actionner la procédure judiciaire si ils sont convaincus qu'il y a des preuves suffisantes pour le faire passer devant la justice. Comme les enquêtes ne sont pas ouvertes jusque-là, on peut dire que ce sont les accusations gratuites? Bon, c'est difficile de dire que ce sont des accusations fondées ou infondées, parce qu'il n'y a que celui qui allègue et qui apporte des preuves. Le VPM Jean-Pierre Bemba dit qu'il a des preuves. Nous ne pouvons pas le croire sur parole. Parce qu'au même moment qu'il dit qu'il a des preuves, le camp du PPRD nie tout. Alors, on ne peut pas prendre de parti pour l'un ou l'autre camp. Mais nous disons, s'il y a des preuves, on présente au niveau de la justice, parce qu'on ne peut pas accepter que le sénateur à vie, le prédécesseur de Félix Tshisekedi, qui à l'époque, pendant 18 ans, était garant de la nation, on ne peut pas accepter qu'il puisse participer à une entreprise qui tue des Congolais. Donc là aussi, c'est un problème. Parce que cela suppose qu'il va perdre cette qualité de sénateur à vie, parce que ça serait une haute trahison. Alors à ce moment-là, il deviendrait citoyen simple, comme n'importe quel président d'un parti politique. Alors, M. Nikeski Belbel, avec ces discussions de Joseph Kabila avec les membres de l'opposition, on peut dire qu'il est en train de chercher les positionnements politiques ou quoi? Joseph Kabila est un homme politique. En tant qu'homme politique, vous savez, les hommes politiques cherchent à acquérir, disons, accéder au pouvoir. Et naturellement, s'il veut se présenter comme leader de l'opposition, il doit battre les rappels des troupes. Alors, dans ces rappels des troupes, il doit être le leader de Fayoulou, de Katumbi, comme nous l'avons dit, et de tous ceux qui étaient dans l'opposition, sauf ceux qui peuvent partir, comme l'opposant, comment il s'appelle encore, le nom m'échappe, Muzito. Adolphe Muzito, qui a pratiquement quitté cette opposition qu'on appelle assez radicale. Il est dans une opposition constructive ou républicaine. Donc, Joseph Kabila a du travail. Il doit bosser dur, il doit convaincre. Et vous savez, j'espère qu'il a non seulement des convictions idéologiques, il doit aussi avoir de l'argent. Parce que nous connaissons le peuple congolais, nous savons que les dirigeants congolais, ils vont là où ça sent l'odeur de l'argent. Alors, si réellement l'ex-président de la République, Joseph Kabila, cherchait les positionnements politiques, il serait là juste pour chercher être qui? Vice-président? Alors, c'est ça le problème du dialogue. Parce que lorsque le dialogue est établi, nous nous référons à Sun City, le premier principe qu'on pose sur la table, on dialogue de tout et de rien, sauf du poste du président de la République. Parce qu'il y a un président de la République, constitutionnellement, qui est élu pour 5 ans. Alors, s'il y a dialogue, et s'il y a dialogue pour le partage de pouvoir, c'est là où se posent des questions. Bon, il peut être président de l'Assemblée nationale, comme il peut être président du Sénat. On a vu
En France, même si toute comparaison n'est pas raison, Mhm. on a vu que François Hollande Mhm. est allé, il est maintenant élu comme député. C'est Assurément. un ancien président de la République. Quand il a vu que pour rentrer dans le pouvoir Mm. ou dans les affaires politiques, il fallait qu'il passe par une voie. Il est passé par la petite voie. Il a été Député. élu député. Aujourd'hui, il siège comme député. Mm. Donc, rien n'empêche que le président et les sénateurs à vie, n'étant pas content du rôle qu'il joue comme sénateur à vie, Mm. il peut se dire non, je veux revenir Dans les affaires. dans les affaires, dans la gestion publique, publique et politique. Et à ce moment-là, comme sur une même chaise, on ne peut pas s'asseoir à deux, Mhm. il sera obligé de chercher un autre poste. Comme vice-président peut-être, qui Comme n'existait pas en RDC. Hein. Comme, vous savez, nous référons toujours à Sun City qui avait créé un président plus 4 vice-présidents. Ouais, ouais. Donc cette à l'époque formule, de 1 plus 4. 1 plus 4, cette formule peut aussi être révisitée, on ne sait jamais. Parce que dans les dialogues, dans les négociations, c'est les rapports de force qui comptent. Et il faut qu'il soit vertébré pour s'imposer, d'abord au niveau de l'opposition non armée, et s'il a une emprise sur l'opposition armée, parce que si tout le monde se met autour d'une table comme le veulent la CENCO et les CC, c'est-à-dire que les armes vont se taire, même si je ne suis pas totalement d'accord avec ça, c'est-à-dire les armes vont se taire, on retrouvera autour d'une même table Corneille Nangaa, Makenga, Fayulu, Kabila Joseph, Tshisekedi Félix, et Mozito, donc tout le monde, quoi. Et la société civile, bien sûr. Assurément. Alors, à ce moment-là, les armes vont se taire et ils vont se partager le pouvoir. Mais avec ces principes-là, tous les postes sont négociables, sauf la présidence de la République. Voilà. Et donc, si on pourrait penser quelque chose, quel poste maintenant l'ex-président de la République, donc le sénateur à vie, envisagerait-il d'occuper? Alors, si vous interrogez son entourage, ils vont vous dire, la main sur le cœur, que ce qui l'intéresse, ce n'est pas des postes, ce qui l'intéresse, c'est le bien-être du peuple congolais. Ça, c'est le discours de tous les politiciens. Nous ne venons pas pour les postes, mais nous venons pour le bien-être du peuple congolais. Nous venons pour que la nation congolaise soit unie, tout ça, ainsi de suite. Et même les prêtres retiennent ce discours. Les pactes, ce n'est pas pour le partage des postes, tout ça. Mais s'il n'y a pas de partage des postes, dans un pays où tout le monde ne vit que de la politique, mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc, il est assez tôt de dire quel poste il peut prendre, parce qu'aujourd'hui, si vous interrogez les gens du PPRD, ils vous diront que leur combat, ce n'est pas pour le partage des postes, même si au finish, c'est cela. Mais, dans la politique, vous savez, la souplesse aussi compte. On ne peut pas être surpris, comme j'ai donné l'exemple de François Hollande, on ne peut pas être surpris qu'il soit... Même député national. Oui, député national, d'ailleurs, c'est parce qu'ici, on ne prend pas en compte. Mais c'est un poste qui est honorifique, qui est un grand poste. Parce que député national signifie quoi? Si vous êtes dans une circonscription où il y a plus de 2 millions, de 10 millions d'habitants qui vous ont élus, c'est-à-dire que derrière vous, vous avez 10 millions de gens, dont un député national, en principe, est plus puissant qu'un ministre. Vous comprenez? Parce qu'un député national, il est le représentant du peuple. Donc, être député national n'est pas une injure. Au contraire. Parce que dans l'hémicycle, c'est là où il peut poser des problèmes. S'il est fort, donc ici, il y a un dynamisme, il peut même faire tomber le gouvernement. Pensez-vous que Joseph Kabila peut accepter d'être député national? Je ne peux pas répondre à sa place parce qu'il ne parle pas beaucoup. En 4 ans, 5 ans, il vient de parler que 2 fois. Et dans ces 2 fois-là, il n'a pas d'où le fond de sa pensée. Donc, je ne peux pas spéculer sur ce qui peut lui arriver demain. La politique, elle est dynamique. Dans le rapport de force, si vous êtes en position de faiblesse, vous pouvez accepter ce qui est arrivé, comme on voit avec le président ukrainien et Trump. Donc, c'est le rapport de force. Ce serait-il de devenir sénateur à vie? Effectivement, s'il entre dans ces jeux politiques-là, il cesse d'être sénateur à vie. Parce qu'un sénateur à vie, c'est quand... bon, je ne sais pas comment je peux... Quelqu'un qui est sénateur à vie, c'est à vie. Il ne brigue pas un autre poste. Parce que si vous briguez un deuxième poste, à supposer que vous deveniez Premier ministre, vous ne pouvez pas être sénateur à vie et Premier ministre. Ah bon? Il y a des prérogatives
il y a des avantages sur ces postes-là de sénateurs à vie, notamment les avantages constitutionnels, sécuritaires aussi, parce qu'on peut tout dire. Si on n'a pas arrêté le président Joseph Kabila, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de raison. Mais ça peut aussi s'expliquer parce qu'il est sénateur à vie. Donc, il y a ce bénéfice du doute. Je ne dis pas qu'on doit l'arrêter ou on ne doit pas l'arrêter, mais le fait qu'il est sénateur à vie joue aussi. Donc s'il brigue un autre poste, il cessera d'être automatiquement, il cesse d'être sénateur à vie. Va-t-il alors combattre le M23? Alors là, c'est une autre, parce que dans ces deux sorties médiatiques, le plus grand reproche qu'on lui fait, c'est de ne pas dénoncer l'agression et de ne pas dénoncer ou dire et demander au M23 de déposer les armes. Donc, ça, ce sont les deux. On lui reproche deux choses. Il ne dit rien sur le M23, il ne dit rien sur le Rwanda. Alors, dans une certaine conception des Congolais, qui sont convaincus que nous sommes adressés, cette attitude-là est mal perçue. Et cette attitude-là donne raison au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et au vice-président Jean-Pierre, au VPM, vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui l'accuse d'être derrière le M23. Donc là, il est obligé d'une manière ou d'une autre de se défendre. Mais s'il garde le silence, vous savez, on dit en latin, quid tacet approbat. Qui c'était approuve. Donc, qui c'était approuve. Donc, si c'était, tout va tomber sur lui. Cela signifie qu'il approuve qu'il est derrière le M23 et derrière l'agression. Ok, qui c'était approuve, c'est ça qui est maintenant Nikes Kibelbel vient de dire. Quelles sont maintenant, selon vous, les motivations derrière les discussions récentes ou bien derrière les prochaines discussions et ce qui sont en train de se passer entre Joseph Kabila et l'opposition? Alors, les motivations, d'abord, c'est chercher l'unité de l'opposition. Ça, c'est la première des choses. Parce que ce qui est visible et ce qui est caché, c'est comment arriver, si jamais on arrive à mettre fin à la guerre et on arrive aux élections de 2028. Comment avoir un candidat unique de l'opposition pour récupérer le pouvoir. Ça, c'est vraiment ce qui est c'est la voie obligée. Alors, l'autre voie, tout en étant leader de l'opposition non armée, comment faire pour que si jamais l'opposition armée arrivait à Kinshasa, je dis si jamais, comment se positionner par rapport à cette opposition? Vous comprenez? Or, il est, à moins d'un miracle, Corneille Nangaa qui porte le FEX, c'est-à-dire le poids de toutes les accusations, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, qui le porte sur son dos. S'il arrive à Kinshasa, je ne le vois pas dire, bon écoutez, Monsieur Kabila, vous êtes beau, vous êtes charmant, prenez le pouvoir et moi je vais vous regarder. Non, il ne le fera pas. C'est-à-dire que si l'opposition armée arrive à Kinshasa, c'est l'opposition armée qui dicte sa loi. Et Joseph Kabila, à moins que, il y ait un autre coup d'État, mais c'est Nangaa qui devient président de la République. Vous comprenez? J'ai dit à moins que parce que les voies de Dieu sont insondables. Mais Nangaa est venu quand même la guerre avait déjà commencé, donc il est venu dans la course. Vous allez vraiment dire que même Bertrand Bisimou et les autres vont laisser la place à Nangaa? Mais c'est pourquoi j'ai dit que les voies de Dieu, les voies du Seigneur sont impénétrables, sont insondables. Bertrand Bisimou est aujourd'hui vice-coordinateur adjoint. Il a donné la place à Nangaa. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit le fait, c'est-à-dire le poids de toutes les accusations, des crimes, de ceci, aujourd'hui, qui les porte? C'est Nangaa. Vous comprenez? Parce qu'à l'heure qu'il est, Nangaa ne peut pas dire que non, écoutez, moi j'ai travaillé pour Kabila, ou bien j'ai travaillé pour Bertrand Bisimou, ou bien j'ai travaillé pour Makenga. Ça, personne, parce que personne ne peut se prévaloir de cette turpitude. Donc Nangaa ne peut pas le dire. Donc Nangaa doit assumer tout ce qu'on met sur son dos, de vrai comme de faux. Alors, c'est là où j'ai dit que s'il y a un dialogue, comme le veut la Senko, comme le veut la Senko, l'ECC,
Cela signifie que même si au niveau local, on dit amnistie, comme ça se passe toujours au Congo, ceux qui ont tué, on dit amnistie, mais au niveau international, il y a des sanctions qu'on a prises contre certaines personnes. On ne va pas lever ces sanctions. Donc, les dialogues, c'est une très bonne chose, je l'ai dit au début. Il faut aplanir les divergences, il faut négocier, mais à quel prix? Comprenez? Nous avons un seul siège de président de la République qui est aujourd'hui occupé. Nous avons l'opposition non armée qui veut aussi prendre le pouvoir. Nous avons l'opposition armée qui dit nous avons aussi besoin de ce pouvoir. Donc, le siège, de façon caricaturale, est disputé entre trois idées, trois visions. Celui qui est au pouvoir, au nom de la Constitution, qui dit je dois aller jusqu'en 2028. L'opposition non armée qui dit que non, écoutez, il y a la crise, et tout, rien ne marche, des négociations. Et l'opposition non armée qui dit non, je viens libérer. Donc, comme on dit, trois prétendants et un mari. Hein? Donc, il y a une femme, vous avez trois prétendants. Mais au finish, il y a un qui va gagner, un mari. Assurément. Voilà. Dites-nous, monsieur Nikes Kibelbel, comment est-ce que ces pourparlers vont vraiment influencer l'avenir politique de la République démocratique du Congo? Alors, c'est ce que nous disons. D'abord, le rapport de force. En RD Congo, au regard de l'analyse qui se passe, il y a une grande frange de la population qui est convaincue que le pays est agressé. Qui est convaincue, et au regard de ce que le Parlement rwandais a dit le 3 juin 2024, que Idjwi, Masisi, Rutshuru, Calais appartiennent au Rwanda. Donc, il y a une frange de la population congolaise qui est convaincue que le Rwanda veut récupérer cette partie. C'est ça la balkanisation. Alors, il y a une autre frange de la population qui dit non, on parle trop du Rwanda, le Rwanda c'est rien, c'est notre désordre à l'interne, il faut arranger cela. Donc, c'est comme cela que les négociations, les dialogues, à un moment, va poser problème. Regardez la démarche des deux églises. Ils nous ont dit d'abord, non, c'est un problème, il faut que les Congolais se parlent, pacte social. Mais ils se sont confrontés à une réalité. Ils arrivent à Goma, ils trouvent que non, Goma seul ne suffit pas. Ils sont allés à Kigali. Après Kigali, ils sont allés à Nairobi. Après Nairobi, à Kampala. C'est-à-dire la dimension internationale de la crise du Congo. Ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, la question se pose. Faut-il commencer par la dimension internationale externe qui conduit à l'agression, qui conduit au pillage, ou faut-il commencer par la dimension interne où les Congolais se battent entre eux et à la fin, s'il y a union, s'il n'y a pas unité, le pays s'en va. Ça s'en va. Donc, ça, il faut le mettre sur la table. Ces deux positions diamétralement opposées, parce que pour Félix Tshisekedi, et ça c'est la feuille de route de Luanda, il faut nécessairement discuter d'abord avec Kagame. Vous comprenez? Pour les évêques, Senko et CC, ils disent non. Le problème est d'abord congolais. Alors, si vous voyez la littérature qui se passe à travers les pays, mobilisation des jeunes gens, et prières, tout ça, ainsi de suite, tous les fronts sont engagés. Et si vous prenez les sanctions de la communauté internationale, vous donnez raison à Tshisekedi, qui dit que non, d'abord nous sommes agressés, il faut d'abord régler le problème de l'agression, et après on verra entre les Congolais si on peut parler. C'est quoi la position de l'opposition par rapport à Joseph Kabila sur l'avenir de la République démocratique du Congo et dans son rôle dans la politique? Alors l'opposition est d'abord sur l'expectative, c'est-à-dire observe. Parce qu'il faut encore revenir à 2018. En 2018, Katumbi était opposant à Kabila. Fayulu était avec Tshisekedi. Mais avec le temps, on a trouvé que, avec la réconciliation de Monseigneur Fulgence Muteba, l'archevêque de Kinshasa, de Lubumbashi, réconciliation entre Kabila et Katumbi, Nanga aussi, Fayulu dedans, on avait formé un bloc. Mais le bloc a fissuré pendant la campagne électorale de 2023. On a laissé Katumbi seul. Mukwege aussi était là. Mukwege s'est retiré.
Cheval esselé, Fayoulou, ainsi de suite. Donc, l'opposition, elle n'est pas une, elle est plurielle, avec des divergences aussi considérables. Alors, réunir toute l'opposition non armée autour de Joseph Kabila, où vous avez des gens qui ont été faits prisonniers pendant son règne, ainsi de suite, ce n'est pas facile. Donc, c'est une mer à boire, c'est pourquoi il faut que, peut-être, on va dire, les églises avec la prière, ils peuvent réussir, mais ce n'est pas facile. Comme Constant Moutamba l'a voulu, bien sûr. Il veut mettre fin à cette guerre de l'Est de la RDC avec la prière. Dieu peut faire tout, bien sûr. Bon, Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, les voies de Dieu sont impénétrables. Il n'y a pas de solution sans Dieu. Mais vous savez, Israël, il se bat au nom de Dieu, les dieux des armées. Les Palestiniens, les dieux d'Israël, les dieux des armées. Les Palestiniens, ils se battent au nom d'Allah. Les Américains, quand ils font la guerre du pétrole, ils le font au nom de Dieu. Donc, parce que pour les Américains, le pétrole, c'est grâce à Dieu que le pétrole a été découvert en partant du panier de Moïse. Le panier de Moïse a été construit avec du bitume. Et l'arche de Noé a été construite avec du pétrole, avec du bitume. Ce qui fait que qui découvre le pétrole dirige le monde. Et c'est comme cela que les Américains, comme on les appelle les oilmen, dont les gens de l'huile, les gens du pétrole, ils mènent des combats, des guerres à travers le monde, là où il y a du pétrole. Et donc, toutes ces guerres-là qui sont menées au nom de Dieu, et qui sont gagnées au nom de Dieu, qui sont perdues aussi pour ceux qui sont faibles, au nom d'un Dieu qui ne les a pas assistés, ça devient compliqué. Bref, la prière, pour les croyants, la prière est un baume, la prière peut tout changer, mais une guerre, on ne la gagne pas seulement par la prière. Parce que même les terroristes islamistes, moi j'ai vu avec les ADF, avant d'aller au combat, ils citent des sourates et des versets coraniques, en disant, ah là, mets la division auprès de l'ennemi, tout ça, nous allons vaincre, ainsi de suite. Quand ils gagnent, ils disent Allah Akbar, Allah est grand. Ouais. Alors, Nikes Kibelbel, selon vous, quel impact ces discussions vont-elles jouer sur les élections de 2028? Ne mettons pas la charrue avant le bœuf, parce qu'avant d'arriver aux élections, il faut d'abord arriver à mettre fin à cette guerre. On ne peut pas parler d'élection aujourd'hui alors que le pays est en guerre. Parce que vous pouvez tout mettre et puis le lendemain, ça bascule. Donc, la première des priorités pour les Congolais, tous les Congolais, c'est d'abord trouver une solution à la guerre. Cette solution peut être pacifique, ça peut être militaire. C'est comme ça qu'il y a autant de fronts. Front médiatique, front diplomatique, front économique, front judiciaire, tous les fronts réunis, pour d'abord qu'on mette fin à la guerre. Excusez-moi. Et après, on pourra alors commencer à réfléchir. On peut dire que Joseph Kabila a constaté que l'opposition est faible et veut faire tout pour que tous ses opposants soient rangés derrière lui. Il a constaté que l'opposition, je voudrais rectifier à ma manière, il a constaté que son silence était à la base de la faiblesse de l'opposition. Comment ça? Comment son Parce que lui, avec son parti, le PPRD, avec à l'époque ce qu'on appelait la majorité présidentielle, les FCC, c'était le répondant de l'UDPS. Mais dès lors qu'il a obligé ces hommes à ne pas postuler, donc pendant 5 ans, son silence, sa décision a réduit son parti et l'opposition. Alors, dès qu'il constate, je me rappelle ce que disait André Atundo. Nous étions chez Kabila, mais comment voulez-vous vous entrer dans une réunion, on ne vous dit rien. Or, nous devons vivre. Et donc, quand nous sommes avec un leader qui ne parle pas, on ne peut pas le suivre, parce qu'il ne parle pas. Comment on saura? Il ne donne aucune directive. Donc, il a constaté que son silence creusait le tombeau ou la tombe de l'opposition. Bon. Il le ressuscite, disons comme ça, comme Lazare, il le ressuscite. Maintenant, il faut qu'il ramène l'opposition dans son giron. C'est ce qu'il est en train de faire, c'est le voir. C'est ce qu'il est en train de faire. Il faut qu'il le fasse correctement. D'abord, mettre de l'ordre au PPRD. Parce qu'il ne suffit pas que 3 ou 4 personnes du PPRD fassent des déclarations. Mais il faut d'abord réunir le PPRD,
lui donner un nouveau souffle, et après avoir donné ce souffle au PPRD, commencer maintenant à chercher des alliés, ce qui n'est pas facile. Donc, selon vous, le PPRD était désordonné avant que le président de la République ne ressuscite, selon vos mots? Le PPRD n'était pas désordonné, le PPRD était pratiquement comme dans un cimetière. Il était à fond, on ne le voyait pas, il était inactif. Inactif ne signifie pas désordonné, parce qu'on voyait les Chadari, on voyait tout ça, le PPRD était là, mais inactif. Alors aujourd'hui, c'est comme une chambre à air. Le véhicule peut être là, le pneu est dégonflé. Il suffit seulement de gonfler le pneu pour que la voiture marche. Donc, aujourd'hui, il a mis de l'air dans les pneus et la voiture commence à se réveiller, se relever. Maintenant, il faut appeler les gens pour pousser, pour que la voiture démarre et partir et que les gens montent dans la voiture pour arriver à destination. Voilà, Nikez Kibelbel, avez-vous une question à laquelle vous aimeriez répondre, mais nous n'avons pas eu la chance de vous la poser? Dites-nous, c'est quoi votre conclusion? Il n'y a pas de question. Ce que nous disons, c'est seulement qu'on souhaite bon vent au sénateur à vie, qu'il fasse l'appel de troupes et que l'opposition, s'il est fort, que l'opposition autour de lui, l'opposition non armée autour de lui, puisse prendre en compte les réalités de l'agression, de la guerre de l'Est, et avec son expérience, jouer sur les négociations. Merci beaucoup, Nikez Kibelbel, d'être venu encore une fois parler au peuple congolais. Je vous remercie. Madame, Messieurs, merci de nous avoir regardés du début à la fin de cette émission. Merci d'être aussi fidèles à WAB Information TV. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Ouvrez également votre cloche de notification pour toujours être alerté sur toutes nos productions. À tous et à chacun, au revoir.